Peut-être ce que je n'ai pas mis comme en avant, c'est-à-dire que la coopération universitaire belge en fait, m'avait demandé de gérer la coopération entre la Belgique et le Burkina Faso. Donc, au-delà des autres, disons, implications institutionnelles que j'avais en plus cette implication dans la gestion de la coopération universitaire. Ce qui me mettait sur les épaules quand même pas mal de responsabilités. Je ne sais plus, c'était au moins une dizaine de projets, enfin, relativement importants. Et donc de multiples sollicitations, parce que là, tu as des réseaux d'influence qui viennent autour de toi. Et c'est tout ce contexte-là qui fait que je vais penser, en fait, à me dire maintenant, il faut que tu fasses un pas de côté, tu as ton métier de chercheur, il ne faut pas que tu te mettes dans une situation pareille qui est arrivée pas à pas, je ne l'ai pas cherché, c'est une histoire qui s'est cristallisée, en fait, et qui m'a mis progressivement dans cette situation. Et donc, poussé en fait par ce labo français, par Marie-Josée Jolivet, auquel je crois nos discussions dont elle se rappelle à peine, parce qu'elle est extrêmement gentille, aimable, elle pense toujours qu'elle n'a jamais rien fait pour aider les uns et les autres, et elle a tort en fait, a fait que je suis parti au Cap-Vert. Au Cap-Vert, j'avais rencontré en fait, longtemps avant, en fait, un étudiant capverdien qui avait étudié la sociologie à Louvain, qui entre-temps était devenu ministre au Cap-Vert, puis il va devenir président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, j'ai toujours des histoires un peu comme ça. Et Basile Ramos avait travaillé avec François Houtard, en fait, au CETRI. Il avait été formé par François, et puis je lui téléphone quand je suis là-bas, et il m'explique un peu ce pays que je ne comprenais pas. Lui parle le français, à l'époque mon portugais était un peu fragile, j'avais un peu oublié. Et il me raconte un peu et il m'explique que vraiment ça vaut la peine parce que le gouvernement pense à créer la première université publique. Et qu'ils tentent d'avoir autour d'eux, pas uniquement des profs qui viennent de l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire du Portugal, mais des gens qui viennent de multiples horizons. Et il me dit, écoute, par ta présence, on pourrait faciliter en fait à la fois cette idée que nous avons, mais ça pourrait nous faciliter aussi de faire venir la diaspora capverdienne, extrêmement importante. Hein. Plus de la moitié des gens du Cap-Vert vivent en dehors des îles, et des profs sont aux États-Unis, au Brésil, en Inde et ailleurs dans le monde. Ce serait pas mal en fait qui nous reviennent pour donner quelques cours et pour nous aider à construire cette première université publique. Donc, pas assez vite, mais progressivement, en fait, je vais me rapprocher, en fait, du Cap-Vert. Euh, je me rapproche du Cap-Vert au début, en fait, plutôt par l'élite dirigeante que je côtoie un peu grâce à Basile. Vous voyez, je quitte pour retrouver, en fait, d'autres problématiques. Je mets du temps à comprendre de quoi il se tourne. Alors, c'est un rapport au corps absolument différent. On est dans une société qui a connu en fait l'histoire dramatique, l'histoire longue de l'esclavage. C'est des îles qui ont été découvertes par les Portugais en 1460. C'est des îles qui vont connaître une société vraiment de producteurs agricoles et en même temps esclavagistes. C'est des îles qui permettent pendant plus de 2 siècles de produire les biens qui vont servir dans l'échange, dans le troc avec les comptoirs négriers du Sénégal quasiment au départ jusqu'à Sierra Leone, et puis ça va s'épandre jusqu'au Mozambique en fait. Donc les îles sont des îles de production, et après des îles entrepôts en fait, entrepôts où on entrepose les esclaves, où les négriers ne traversent pas l'océan, ne rentrent pas en Europe. Les esclaves doivent être, comme il disait, ladinisés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils maîtrisent la langue du maître pour pouvoir être vendus avec plus de valeur. Et donc c'est dans les îles qu'on leur apprend en fait la langue
la langue soit portugaise, matinée de... C'est une Babel, hein, le Cap-Vert à l'époque. Le Cap-Vert au XVe siècle, c'est aussi bien les Italiens, les Espagnols, des Juifs, des Arabes, des gens venant d'un peu partout qui se croisent. On parle de multiples langues. Et c'est dans ce melting pot-là que va naître en fait la créolisation. Et Basile me raconte, si tu veux comprendre la société capverdienne, parce que je lui dis, je ne suis pas venu ici pour venir une fois. C'est-à-dire, si je m'implante ici, alors je sais que j'avais dans ma tête faire la même chose qu'au Burkina Faso. Hein. Et donc je lui dis, je vais revenir au début, je pense qu'il n'y pense pas beaucoup, mais il me dit ça, il faut que tu comprennes c'est quoi une société complètement créolisée et métissée au plus profond de notre histoire corporelle, et une langue créole. Et il va me dire, il faut que tu redémarres là-dessus et tu as tout à apprendre. Et j'ai à apprendre un rapport au corps que je n'ai absolument pas perçu comme ça au Burkina Faso. Et donc, je parle avec des Capverdiens, je les fais pleurer en 10 minutes, parce qu'au Burkina Faso, ce sont des guerriers, des gens fermés. J'ai l'habitude à ce que ce soit des rusés de première, des paysans, dans une violence d'une agriculture sahélienne. Là, mes propos, ils sont là en train de me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et donc les gens, c'est comme si je tombais à côté. Et donc ils pleurent à chaudes larmes, parfois ils m'attrapent dans les bras en me disant, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu parles comme ça? Enfin, et donc au début, ça ne se passe pas du tout. Bien. Et je force un peu les choses lors de ce premier voyage et je fais une rencontre avec Claudio Furtado, qui est un professeur de sociologie, qui est là-bas, le seul, il y a peu d'anthropologues à la fois sur place là-bas, que je croise, et il n'y croit pas trop, en fait, il ne pense pas que je vais rester, mais en fait il est aimable et il me donne quelques tuyaux en fait pour rester au Burkina Faso. Pardon, au Cap-Vert. Et donc, voilà, ce premier voyage est très mitigé, en fait. Je ne sais pas si je vais y rester ou pas. J'ai envie, mais ça me semble très compliqué. Et pour me soigner de cette idée, en fait, de sortir du Burkina Faso, je vais me mettre dans un travail théorique qui va me prendre beaucoup de temps, 5-6 ans, qui est la construction, en fait, théorique de l'ouvrage Beauté imaginaire, qui est un ouvrage théorique de 500-600 pages sur les systèmes de parenté, et une lecture transversale, autre en fait, de la parenté. Donc la construction de beauté imaginaire, anthropologie du corps et de la parenté, c'est quasiment de me dire, je n'arrive plus à produire sur le Burkina avec le rythme que j'avais, à la demande de les articles ou des équipes qui me demandent des articles sur tel et tel sujet, et au Cap-Vert, je n'ai rien à dire. Ma voix est nulle, en fait, je ne sais rien écrire sur le Cap-Vert. Et donc, entre les deux, je me mets dans l'écriture de ce livre dense, complexe, qui m'absorbe ici, dans mon bureau, à temps plein. Et je vais lire de multiples choses, sans doute 200-300 ouvrages sur la parenté, en fait, pour essayer de me faire une idée, en fait, de mon problème. Et le problème, je commence à l'énoncer progressivement. C'est-à-dire, je ne veux plus rentrer dans la compréhension de la parenté par le logos, par le contrat social, par l'échange des femmes basé sur un échange dit, en fait, par l'interdit de l'inceste qui permet d'arriver à cette théorie que nous connaissons tous, parce qu'on a été formés par cela, qui avait été formulée de manière extraordinairement brillante par Claude Lévi-Strauss, et de me dire, et si c'était par le sensible qu'il fallait rentrer, c'est-à-dire par l'infralangage, l'infrasymbolique, mais par simplement, en fait, la puissance de l'émotion, la puissance de l'expérimentation d'un corps. Et c'est cette question de départ qui va me tarauder. Et ce qui va me troubler, évidemment, ce sont les monographies. Les monographies d'avant le structuralisme. Donc je vais progressivement identifier les monographies qui me parlent le plus, et ça va être des auteurs, plutôt femmes, qui vont écrire sans l'influence du structuralisme lévi-straussien, et puis autres, hein, qui va se généraliser, mais dans les époques des années 50-60. Donc je retrouve ces monographies, dont une américaine, et notamment un anglais, qui va produire sur Elwyn Verrier, une américaine dont le nom m'échappe pour le moment, c'est Mary Smith, qui avait travaillé dans le nord du Nigeria, et qui écrivent d'abord du côté de la singularité. Ils sont,
comment on pourrait dire ça, ému par le destin singulier. On est avant le structuralisme. C'est ça qui est absolument fabuleux. Et l'écriture aussi de collègues femmes m'attire beaucoup. Parce qu'elles sont attirées par autre chose, en fait. Elles sont attirées par le destin singulier de femmes stériles, par exemple, ou de femmes qui ont des difficultés à se marier, etc., etc. Et je commence à noter des singularités, et au même moment, j'associe, en fait, avec une lecture qui était celle, sans doute, influencée par mon premier métier, d'agro relativement à l'aise avec la biologie. Et au même moment, il y a un grand colloque à Louvain pour le 150e anniversaire de l'écriture de l'origine des espèces de Charles Darwin, où on me prend dans l'organisation de ce colloque, où 2 ou 3 prix Nobel, je ne me rappelle plus maintenant, 3 sont présents. C'est un colloque fabuleux et je relis pour l'occasion, en fait, surtout la descendance de l'homme de Darwin. Et je me rends compte que Darwin s'était heurté à un problème semblable, en fait. Un problème semblable, c'est qu'il raconte, en fait, que concernant l'humain, il a peu de choses à dire, en fait. Très peu de choses à dire. Que l'humain ne tourne pas de la même manière, parce qu'il a inventé des institutions. Donc il parle des proto-sociétés. Hein. On est dans un spécialiste de la paléanthropologie. Et ce qui va me troubler, c'est qu'il raconte à un moment donné que l'humain s'émancipe de sa propre théorie de la sélection, la théorie de la sélection sexuelle, parce qu'il invente les protostructures de parenté. Incroyable. Et il les décrit à sa manière à lui au XIXe siècle. Et il rentre dans la compréhension du système d'alliance par quelque part le système, par quelque part la maîtrise de la sensibilité, par le sensible. Je m'explique tout simplement en un mot. Il dit simplement de manière crue, comme un Anglais pouvait écrire à l'époque, mais vous savez pourquoi une fille ou une femme de l'époque choisissait un homme? À votre avis, c'est pour son titre de noblesse anglais, ou bien le fait qu'il soit prof d'UNIF, etc. Absolument pas. Le désir, la beauté, les gros muscles, et puis point, dit-il. Et ça, c'est l'époque de la barbarie, dit Darwin. C'est à l'époque où le libre choix était, pardon, oui, c'est ça, où ce choix reposait uniquement sur une sorte d'attirance sexuelle, dit-il. Et il va produire cette théorie de la sélection sexuelle à partir de cette considération-là. Et donc c'est le désir, c'est la beauté, c'est cette inégalité en fait dans les corps humains qui construit en fait des différences chez Darwin. Et donc les humains vont vaincre en fait cette singularité, cette différence en inventant des structures. Et les structures, c'est pour lui des proto-structures de parenté. Et ça va me troubler profondément. Donc je vais relire de manière obsessionnelle ces pages, en fait. Et je reviens, en fait, je raconte un peu ça, mais je reviens au même moment sur des textes de Claude Lévi-Strauss. Et je me rends compte lorsqu'il écrit, comment on pourrait dire ça, ce fameux livre, La pensée sauvage, il y a un chapitre absolument impénétrable, qui est le chapitre 7. Le chapitre 7 de La pensée sauvage est d'une complexité sans fin, en fait. Au fur et à mesure que je le lis, je me rends compte que les mots qu'il utilise renvoient systématiquement à la filiation de l'homme de Darwin. Et Lévi-Strauss se heurte profondément au darwinisme. Il veut inventer une théorie tout autre, en fait. Darwin, dans sa tête, égale finalement celui qui va produire la notion de race. Notion de race renvoie à l'eugénisme renvoie à la Shoah. Et Darwin devient par continuité, ce qui n'est pas vrai en soi, c'est les philosophes néo-darwiniens qui l'ont calé là-dedans, mais renvoie à quelque chose dont il faut absolument se défendre, se distancier pour pouvoir produire la théorie qu'il va produire. Et je me rends compte que dans le 7e chapitre de la pensée sauvage, il a produit une théorie tout autre que celle qu'il a produite en 1947 dans les structures élémentaires de la parenté. Il se rend compte que ça ne tient plus la route et il produit une théorie tout autre. Mais cette théorie, en fait, ne repose plus sur l'interdit de l'inceste. Elle repose sur d'autres processus, d'autres mécanismes où il sait que ça ne résistera pas. Et c'est fabuleux comme intelligence. Mais ce que je vais montrer, c'est repartir en fait de ce chapitre 7 et montrer qu'il faut réintégrer en fait 3 personnages en fait pour réussir à rentrer dans un dialogue. Mais je ne vais pas raconter ça, mais rentrer dans un dialogue sur les raisons en fait de l'alliance. Au même moment, Maurice Godelier
que je vais rencontrer à plusieurs reprises, déjà même auparavant, grâce à François Houtard, où ils étaient très liés, et François me présente Maurice Godelier, qui est beaucoup plus âgé que moi, hein, mais François me présente, et Maurice Godelier vient de sortir, en fait, son livre Métamorphose de la parenté. Je lis le bouquin, et je le relis à plusieurs reprises, un gros bouquin de 700 pages, et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je termine l'ouvrage, Godelier s'est affronté littéralement à la théorie classique de Claude Lévi-Strauss et la démonte. Il la démonte vraiment et il montre en quoi elle est nulle et non avenue. Mais ce que je mesure, c'est qu'il a pris au pied à la lettre le débat avec Claude Lévi-Strauss, entre Claude Lévi-Strauss et Darwin. Et à mon avis, en fait, il n'est pas rentré dans cette fantastique idée que Darwin avait résolu le problème autrement, c'est-à-dire résolu le problème de l'alliance à partir, on pourrait dire, d'une limitation du regard, en fait. Ce regard qui distingue les corps et qui fait en sorte qu'un homme désirable ou qu'une femme désirable peut s'attirer tous les regards autour de lui. Et en fait, il discute tout à fait autrement. Et lorsque je termine cet ouvrage en fait, de Maurice Godelier, je me rends compte que à quoi sert l'alliance. Il a absolument tout démonté, un peu à la Singleton, il ne reste rien, c'est plat. Françoise Giritier est démontée, Claude Lévi-Strauss est démonté. Tu termines le bouquin, tu te dis, mais à quoi sert l'alliance? Globalement, il dit à officialiser quelque part des rapports de monopole sexuel. Et il explique comme quoi l'alliance est une poupée ventriloque qui parle de la structuration de la société. Mais l'idée que j'avais déjà à l'époque, qui commençait à poindre, c'était que non, ça me semblait être beaucoup plus que ça. Et si l'alliance avait, comme l'avait entrevu en fait Darwin, sans du tout être anthropologue, avait un autre rôle, c'est-à-dire de faire en sorte qu'une inégalité fondamentale, importante entre les humains, devait être résolue avant de rentrer dans l'échange des hommes et des femmes. Il faut construire des catégories d'équivalence dans une société, de l'équivalence entre des hommes entre eux. Il faut décréter dans le village de Koulkinka que tous les hommes se valent et que toutes les femmes se valent. Et donc si les aînés échangent des femmes ou échangent des hommes, il faut bien que tu t'imagines que cette femme que tu reçois, ben c'est bien une femme et qu'elle est tout aussi désirable qu'une autre. Et donc ce que fait d'abord la société, c'est qu'elle ferme les yeux. Il y a un premier mécanisme qui te dit « tu ne regardes pas ». On ne t'a pas dit de regarder, tu prends ce qu'on te donne à marier. Et alors, à ces conditions-là, le grand jeu des échanges peut jouer. Et je découvre en fait qu'on peut penser alors le mariage du côté des plus faibles d'une société et plutôt du côté du féminin. Et je commence à regarder l'alliance avec un double intérêt, non plus du côté des hommes dominants qui auraient dominé les femmes pour inventer une paix à leur niveau, mais aussi inventer en fait l'alliance du côté du féminin et ou des plus faibles d'une société pour être protégés et pour éviter d'être, on pourrait dire, marginalisés. Quand tu es vieux, qui est-ce qui va cultiver pour toi? Tu n'attires plus les regards, tu n'es plus rien en fait. Si tu n'es pas continuellement marié, mais qu'est-ce qui va advenir? Qui est-ce qui va te prendre en charge? Ton mari qui désire toujours celle de 20 ans et qui va prendre une troisième, quatrième épouse? Comment ça va se passer? Eh bien, les alliances font que tu restes marié et qu'on va te continuer à te donner le gîte et le couvert, etc. Et donc c'est là-dedans que je vais commencer à rédiger en fait Beauté imaginaire qui complète. J'ai essayé de compléter la théorie, je dirais, qui était celle qu'on nous avait enseignée, avec l'idée importante de retrouver, on peut dire, une plénitude. Et pour moi, c'était la synthèse que j'ai pu faire dans ma formation entre la biologie dont je viens quelque part. Pour moi, je ne vois pas pourquoi je devais faire un divorce majeur entre nature et culture. On est le fruit d'une histoire naturelle que sans doute Darwin a commencé à esquisser. C'était les premières esquisses. Puis après, il y aura la théorie synthétique, bien entendu, avec la génétique contemporaine, etc. Mais comment pouvait-on passer de manière heureuse et douce, on pourrait dire, de la biologie, de la chimie, voire de l'astrophysique, qui nous explique comment en fait on construit les atomes aujourd'hui, à l'anthropologie?
sans aucun heurt, si on veut. Et donc c'était rentrer en fait dans une manière, je dirais, apaisée de rentrer en dialogue avec les disciplines. Au point pour moi où ma quête, on pourrait dire aujourd'hui, c'est de créer une formation à Louvain qui allierait à la fois plutôt les biologistes, plutôt les archéologues et les anthropologues. Qu'on ait une formation beaucoup plus vaste en fait, qui permette je dirais, de construire en fait des chercheurs en anthropo, par exemple, mais capables de comprendre en fait qu'on est le fruit d'une histoire et qu'on est le fruit en fait sans aucun saut en fait de l'histoire botanique, animale, moléculaire, etc. D'être apaisé avec les autres disciplines. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce travail qui m'a alors permis en fait de rencontrer de multiples personnes, de théoriciens de l'anthropologie fabuleux, Françoise Héritier, surtout Maurice Godelier, avec lesquels j'ai débattu, et on n'a pas eu peur de s'affronter, de dire ce qu'on pensait lorsque nous n'étions pas d'accord. C'était une chance de pouvoir dialoguer comme ça, avec des passions, en sachant que Françoise Héritier avait travaillé au Burkina Faso avec Michel Izard, et donc connaissait extrêmement bien le système OMAA, etc. Et je vais produire alors un texte dont je suis, un autre article dont je suis vraiment content, une tentative de raconter le système OMAA à partir non plus d'une statistique et d'une mathématique, mais à partir de ce que m'ont dit en fait les villageois de Koulkinka. Eux comprenaient le système, avec qui ils devaient se marier, donc un système semi-complexe, comme disait Lévi-Strauss, et pourquoi on ne pourrait pas l'expliquer à partir de leur compréhension à eux, depuis la plus tendre enfance, de comment ça tourne. Et donc j'ai essayé de relire en fait le système OMA impénétrable en soi. Donc, enfin, je n'ai pas raconté le basculement autour d'ego des terminologies de la parenté. Et j'ai essayé de refaire. Alors, c'est dans la foulée que j'ai sorti cet article, parce que j'étais au top de ce que j'ai pu synthétiser de la parenté, où j'ai fait cet article dont. Bon, j'étais content, c'est ma synthèse à moi. Est-ce qu'elle résiste ou pas? Enfin, ça, c'est une autre histoire, c'est pas à moi. Moi, c'est ce que j'avais compris, en fait. Alors, Beauté imaginaire, pour moi, a été un bon moment intellectuel, un véritable défi intellectuel. Je pense qu'avec ça, j'étais monté en puissance. J'avais atteint un autre niveau, je crois, de la maîtrise de mon métier. L'ouvrage a été traduit, j'ai discuté avec des traducteurs, et donc pour moi, c'était un moment de débat, en fait, avec les gens qui m'ont lu, critiqué. Je me suis pris au départ les féministes de manière assez forte. Qu'est-ce que tu vas chercher dans des problèmes de beauté et de séduction? Pourquoi toutes les femmes ne sont pas dominées par les hommes de manière identique? Mais non, il y a des femmes qui sont beaucoup moins dominées que d'autres. Il y a des femmes qui sont capables de jouer en fait avec, la féminité et qui ne se sentent pas dominées. Et d'autres, oui. Et donc cette catégorie-là n'était pas facile au départ à énoncer comme je le souhaitais en fait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à trouver les bons mots pour ne pas me choquer en fait les mouvements féministes. C'est quand par exemple j'ai trouvé un texte de Françoise Giroud où finalement je ne sais plus avec quel elle dialogue dans un Bernard-Henri Lévy dans un ouvrage, enfin qu'ils ont écrit sans doute l'été rapidement, mais que je tombe chez un bouquiniste et je commence à feuilleter. Et puis ils expliquent qu'en mai 68, Bernard-Henri Lévy explique qu'il y avait un slogan en fait pour les militants, je ne sais plus, à Nanterre, qu'il fallait bien entendu être impliqué dans la révolution et dans etc., dans mai 68. Mais qu'en même temps, il y avait un autre slogan pour les militants, c'est ils devaient désirer, et pour les femmes aussi bien, quand elles devaient désirer sexuellement, j'entends, aussi bien en fait les militantes laides que belles. Et que c'était un devoir d'un militant, que s'il sortait avec une femme belle, il devait absolument sortir avec une femme laide. Bon, ok, ils discutent de ça entre eux. Et puis on continue à lire en me disant c'est marrant, ça me parle un peu. Et puis il y a Françoise Giroud qui lui répond ça, je vous interdis de continuer à parler de ça. Et avec un humour incroyable, elle lui répond ça, vous adressez cette parole à Dieu, parce que je ne peux absolument rien faire à ça. Là, vous touchez en fait sur l'inégalité fondamentale, étant entendu que par ailleurs, toutes les autres inégalités structurelles, socio-économiques, existent bien entendu et on les met de côté. Celle-là, on ne peut rien faire. Là, vous adressez, vous, Bernard-Henri Lévy, votre demande à Dieu, dit-elle avec humour. Et je me suis dit, mais wow, si ces intellectuels-là se sont posés le problème comme ça vaut la peine. Peut-être que je suis tombé sur du lourd.
Et j'ai continué comme ça en associant librement et en lisant énormément de romans à l'époque. Donc c'est les romans aussi qui m'aident à énoncer, dont des grands écrivains rentrent dans ces catégories, jouent avec, etc. Euh, et notamment une boutade de Pierre Bourdieu qui avait écrit dans une note en bas de page que quand même, l'histoire de la distinction, donc quand il écrit le bouquin de la distinction, c'est tout à fait capital. Et dans une note en bas de page, il dit, sauf évidemment pour les beautés fatales venant du peuple. Et donc il dit, les filles venant du peuple qui sont belles, ça pose un problème à ma théorie de la... de Bourdieu, de l'inégalité en fait. Parce que cette fille-là passe, ou l'homme en fait, passe les frontières de la stratification sociale, de la distinction. Et il dit avec humour, évidemment, serait fatal à ma théorie. La beauté fatale serait fatale à ma théorie.